Dans les profondeurs glacées de la Sibérie, là où l'homme n'est qu'un intrus de passage, la nature garde ses secrets. Imaginez des terres si vastes que personne ne les a jamais traversées, des forêts si denses que la lumière s'y perd. Et dans ces ombres, des créatures que la science refuse de nommer. Des témoins parlent d'êtres mi-hommes mi-bêtes, de monstres tapissés sous les lacs gelés, de phénomènes si étranges qu'on les croit venus d'un autre monde. Est-ce de la folie? Des hallucinations collectives? Ou la preuve que notre réalité n'est qu'une fine couche posée sur quelque chose de bien plus ancien, bien plus sauvage? Préparez-vous à entrer dans le côté obscur de la Russie, là où les légendes prennent vie. Le 30 juin 1908, à 7h17 du matin, le ciel s'ouvre au-dessus de la Sibérie centrale. Une lumière aveuglante. Un grondement sourd. Et soudain, une explosion. Une onde de choc si puissante qu'elle fait vibrer le sol à des centaines de kilomètres à la ronde. Au cœur de la taïga, dans une région inhabitée près de la rivière Podkamennaya Tunguska. Quelque chose pulvérise plus de 2000 km² de forêt. 80 millions d'arbres, arrachés, brûlés, couchés comme des allumettes. Et pourtant, pas de cratère. Rien. Pas la moindre trace de météorite, pas de fragments, pas de résidus identifiables. Juste une cicatrice gigantesque sur la terre, et une question laissée en suspens. Images d'archives, forêt renversée, reconstitution en 3D de l'explosion, témoignages anciens. Narrateur. L'événement de la Tunguska. Tu digiste. Esta toda esta puta cosa fura. Images d'archives. Forêt renversée, reconstitution en 3D de l'explosion, témoignages anciens. Ezo noelo va adecir el narrador yo bevoa assez un copia y pega. ChatGPT+. Entendido. À qui tiennent la part un del guillon 100% narrado, sin annotation visual ni direction de esna. Solo el texto que debe decir el narrador en voz alta, con un tono intrigante, evocador y sin interruption. En français, con approximadament 4000 caractères. Le 30 juin 1908, à 7h17 du matin, quelque chose déchire le ciel de Sibérie. Une lumière bleue, aveuglante, traverse l'atmosphère. Quelques secondes plus tard, une explosion secoue la Terre. Un souffle titanesque, plus puissant que 1000 bombes d'Hiroshima, couche des millions d'arbres comme si une main invisible avait balayé la forêt. 2000 km² de taïga sont anéantis. Et pourtant, aucun cratère. Aucun fragment. Pas la moindre trace d'un impact. Juste des arbres brûlés, couchés en cercle, et une peur qui traverse les générations. On l'appelle l'événement de la Tunguska. Une énigme vieille de plus d'un siècle, que la science peine encore à expliquer. Un météore? Peut-être. Mais un météore qui ne laisse aucune preuve? Une explosion dans le ciel qui ne produit aucun débris identifiable? L'hypothèse officielle parle d'un bolide rocheux ou glacé qui se serait désintégré avant de toucher le sol. Mais rien, dans les recherches menées sur place, ne vient confirmer cette version. En 1927, près de 20 ans après l'explosion, une expédition soviétique dirigée par Léonid Kulik se rend enfin sur les lieux. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement, des arbres renversés dans toutes les directions, comme si le ciel lui-même avait frappé la terre. Mais là encore, pas de cratère. Aucun impact visible. Le sol est intact. Et plus étrange encore, au centre exact de la zone, les arbres sont toujours debout, mais sans branches. Comme s'ils avaient été écorchés par une onde verticale, descendue du ciel. Alors, si ce n'était pas un astéroïde, qu'est-ce que c'était? Certains évoquent une comète. D'autres, une poche de gaz qui aurait explosé. Mais d'autres théories vont plus loin. Beaucoup plus loin. Et si ce qui a explosé ce matin-là n'était pas naturel? Et si c'était un appareil venu d'ailleurs? Une technologie inconnue, tombée du ciel, puis effacée comme un secret trop lourd pour notre époque? Des chercheurs alternatifs ont parlé d'un crash extraterrestre, d'un vaisseau interdimensionnel, voire d'une arme ancienne oubliée. Des récits circulent, rarement pris au sérieux, mais jamais totalement démentis. Car la vérité, c'est qu'on ne sait toujours pas. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1908, quelque chose a frappé la Terre sans laisser de traces. Quelque chose d'assez puissant pour remodeler un paysage entier, et d'assez mystérieux pour hanter encore les scientifiques, les passionnés et les rêveurs. Tant qu'on ne saura pas ce qui s'est réellement passé à la Tunguska, le doute persistera. Et peut-être que dans ce doute, se cache une vérité que l'on n'est pas encore prêt à entendre. On les appelle les Chuchunas, les Almas,
ou simplement les hommes-ours. Dans les régions sauvages de la Sibérie orientale, les anciens parlent encore de créatures géantes, couvertes de poils, marchant sur deux jambes et vivant loin de toute civilisation. Ils ne sont ni ours, ni hommes. Quelque chose entre les deux. Trop grands pour être humains. Trop droits pour être animaux. Depuis des siècles, les peuples indigènes de la région Even, Yakout, Bouriat racontent les mêmes histoires. Des rencontres dans la brume. Des yeux rouges brillants dans la pénombre. Des silhouettes immenses qui disparaissent sans bruit dans les bois. Et toujours, cette sensation étrange, comme si quelque chose vous observait. Contrairement aux yétis de l'Himalaya, souvent décrits comme discrets et fuyants, les hommes-ours de Sibérie seraient plus territoriaux, parfois agressifs. Certains témoignages parlent même d'attaques. Des chasseurs auraient été poursuivis, des tentes déchirées pendant la nuit. Mais aucun cadavre, aucune preuve tangible. Alors, simple légende? Pas si vite. Dans les années 1920, des explorateurs soviétiques en mission cartographique affirment avoir croisé une créature anthropoïde inconnue. L'un d'eux, un certain Boris Porchnev, va consacrer sa vie à rechercher ce qu'il appelle un homme sauvage survivant de la préhistoire. Pour lui, les Almans ne sont pas des monstres, mais les derniers représentants d'une espèce humaine archaïque, cousine de l'Homo sapiens. Peut-être des Néandertaliens ayant survécu en secret. Cette idée, aussi folle qu'elle paraisse, fascine encore aujourd'hui. Et si, dans l'immensité inexplorée de la taïga, une population isolée avait échappé à l'histoire? Et si la frontière entre l'humain et la bête n'était pas aussi nette qu'on le pense? Car la Sibérie est vaste. Trop vaste pour que l'on y prétende tout connaître. Et dans ces forêts silencieuses, il reste peut-être des êtres qui préfèrent rester dans l'ombre. Non pas parce qu'ils sont mythiques, mais parce qu'ils savent que nous ne sommes pas prêts à les voir. Il existe un lac, perdu dans les confins gelés de la Yakoutie, au nord-est de la Russie. Un endroit isolé, recouvert de glace pendant presque toute l'année, où peu d'êtres humains osent s'aventurer. Ce lac s'appelle l'Abinkir. Et selon les habitants de la région, quelque chose y vit. Ils l'appellent simplement le monstre. Un nom qui change d'un village à l'autre, mais une description qui, elle, reste étrangement constante. Une créature énorme, sombre, semblable à un serpent ou à un crocodile géant, qui surgirait parfois à la surface avant de disparaître sous les eaux noires. Des pêcheurs yakoutes racontent des histoires transmises de père en fils. Certains affirment avoir vu une masse gigantesque bouger sous la glace. D'autres jurent que des barques entières ont été englouties sans laisser de traces. Le plus troublant, c'est que ces histoires ne viennent pas seulement des traditions locales. En 1953, une expédition scientifique dirigée par Viktor Tverdoklobov s'installe près du lac. Ce géologue, réputé pour son sérieux, rapporte une observation étrange dans son journal. Alors que l'équipe explorait les profondeurs du lac à l'aide de cordages et d'instruments rudimentaires, il détecte une masse solide, mouvante, de grande taille, mais impossible à identifier. Selon ses mots, il aurait vu quelque chose de vivant, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Plus tard, des plongeurs amateurs tenteront de descendre sous la surface glacée. Mais les conditions extrêmes rendent toute exploration presque impossible. Froid intense, obscurité totale, pression instable et cette impression constante d'être observé. Le lac l'Abinkir est l'un des plus profonds de la région. Mais certains chercheurs pensent qu'il est relié à d'autres lacs souterrains, formant un réseau d'eau obscure où une grande créature pourrait, théoriquement, survivre et même se déplacer d'un point à un autre sans jamais être vue. Les sceptiques, bien sûr, parlent d'hallucinations, de poissons surdimensionnés, de simples illusions. Mais pourquoi alors retrouve-t-on ce même type de témoignages dans d'autres parties du monde? Écosse, Canada, Afrique, partout, les anciens parlent de monstres de lac. Coïncidence? Mythe universel? Ou un phénomène réel que l'on préfère ignorer? Certains zoologues marginaux évoquent l'idée d'un reptile aquatique préhistorique, une sorte de plésiosaure ayant survécu dans les profondeurs. D'autres pensent à une mutation locale, un poisson inconnu, une espèce encore non répertoriée. Mais la question demeure, pourquoi ces eaux, précisément? Pourquoi le lac l'Abinkir attire-t-il autant de récits? Pourquoi cette sensation d'étrangeté, partagée par presque tous ceux qui s'en approchent? Peut-être parce que, dans les reflets sombres de ces vagues glacées, se cache plus que de l'eau. Peut-être qu'au fond de ce lac oublié, quelque chose d'ancien respire encore. On croit souvent que les légendes se concentrent autour de quelques grands noms.
Mais en Russie, elles sont partout. Partout où la nature dépasse l'homme, les récits étranges apparaissent. Dans les montagnes de l'Altaï, certains parlent de créatures aux yeux brillants, tapis entre les rochers. Dans la toundra des Kourils, on raconte l'existence d'un animal marin géant, invisible depuis la côte, mais dont le cri résonne la nuit. Plus au nord, dans les forêts gelées des monts Oural, les chasseurs évoquent des silhouettes qu'on ne voit jamais en plein jour. Des formes noires, immobiles, qui disparaissent dès qu'on les approche. Parfois, ils trouvent des empreintes, trop grandes pour un homme, trop humaines pour un ours. On parle aussi du homme siffleur, une entité fantomatique que certains affirment avoir entendue, jamais vue. Un sifflement long, lointain, presque humain. Et puis plus rien. Un silence absolu. Une peur glacée qui vous prend la nuque. Ces créatures n'ont pas de nom précis. Elles ne sont pas connues, ni répertoriées. Mais elles existent dans les récits, dans les murmures, dans les regards fuyants des anciens qui, parfois, baissent la voix en les évoquant. On pourrait tout rejeter d'un revers de main. Parler de contes, de peurs collectives, de folklore. Mais alors pourquoi, dans des régions si éloignées les unes des autres, entend-on toujours les mêmes choses? Des êtres hybrides, des présences nocturnes, des disparitions sans trace. Peut-être que ce n'est pas la créature qui est toujours la même, mais l'empreinte qu'elle laisse dans notre imaginaire. Ce besoin viscéral de croire qu'il existe encore des coins du monde qui nous échappent. Des formes de vie qu'on ne peut pas contrôler, ni classer, ni capturer. Et si, au fond, la cryptozoologie n'était pas une chasse aux monstres, mais une façon de regarder l'inconnu en face, sans chercher à l'expliquer. Juste à l'écouter. Il l'appelle colobok sauvage. Rien à voir avec le petit pain rond des contes pour enfants. Celui-ci n'est pas joyeux. Il n'est pas drôle. Il n'est pas en pâte. Il vit dans les bois, et il vous regarde quand vous pensez être seul. Selon certaines légendes sibériennes, ce colobok serait une entité de la forêt profonde. Un esprit ancien, sans forme fixe. Parfois vu comme un animal à quatre pattes. Parfois comme une boule lumineuse, flottant entre les troncs. Parfois, comme un visage flou, juste derrière vous. Les chasseurs racontent qu'il suit les voyageurs perdus. Il n'attaque pas. Il ne parle pas. Il observe. Longtemps. Silencieusement. Et plus on le sent, plus il est proche. Un souffle sur la nuque. Des pas qui ne viennent de nulle part. Et cette impression persistante qu'on n'est pas seul, même au milieu de nulle part. Dans certaines versions, on dit qu'il se nourrit de peur. Plus vous avez peur, plus il devient réel. Il se densifie, il prend forme. Et quand vous le voyez enfin, il est trop tard. Certains le décrivent comme un gardien de la forêt. D'autres, comme une malédiction lancée aux âmes perdues. Il apparaît souvent près des arbres morts, dans les marécages ou aux frontières de l'hiver. Les scientifiques ne s'intéressent pas à ce genre de récit. Trop flou, trop absurde. Mais les anciens, eux, savent. Ils laissent toujours une offrande en entrant dans les bois. Un peu de pain, un peu de tabac ou quelques mots murmurés. Pas pour nourrir, mais pour apaiser. Pour montrer qu'on entre en paix et qu'on souhaite repartir entier. Personne n'a jamais capturé ce colobok sauvage. Il n'y a ni preuve, ni trace. Seulement des histoires et des silences lourds autour du feu. Mais dans un monde où l'on pense tout connaître, peut-être que ce sont justement ces ombres, ces non-dits, qui méritent d'être écoutés. Car dans les forêts de Russie, certaines choses ne veulent pas être vues. Elles veulent juste qu'on les respecte. Nous avons traversé les forêts gelées, survolé les lacs sombres, écouté les murmures du vent sibérien. Et partout, la même sensation, quelque chose nous échappe. Quelque chose d'ancien, de profond, de vivant. La Russie, dans son immensité, garde ses secrets mieux que quiconque. Les cryptides que nous avons évoqués aujourd'hui ne sont peut-être pas réels. Ou peut-être qu'ils le sont, mais que notre regard moderne refuse de les voir. La cryptozoologie, ce n'est pas seulement la recherche de monstres. C'est la recherche de ce que nous avons perdu. La peur du noir, le respect du silence, l'émerveillement devant l'inexplicable. Et si, au lieu de toujours vouloir tout prouver, nous apprenions à écouter, à croire un peu, à douter beaucoup, à laisser une place, minuscule mais précieuse, à l'inconnu. Car tant qu'il restera des zones d'ombre sur cette terre, les légendes continueront de respirer.
et nous, de les raconter.